Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous serons au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales de France et des Indés radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. La loi sur l'économie circulaire arrive en commission au Sénat. Objectif, lutter contre le gaspillage. Qu'en pense Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste au Sénat, est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans la Creuse pour parler des conséquences de la sécheresse. Et enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons entre autres du malaise des élus locaux. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce mardi 17 septembre. Serrer les rangs et se garder de toute forme d'arrogance. C'est le message d'Emmanuel Macron aux parlementaires de sa majorité. Il s'est invité hier soir à leur réception de rentrée et a prononcé un discours offensif sur l'immigration, appelant à dépasser les clivages et les tabous. 4 ministres attendus de pied ferme aujourd'hui à Marseille pour présenter leur plan anti-drogue. Christophe Castaner, Laurent Nunez, Nicole Belloubet et Gérald Darmanin seront dans la cité phocéenne où les règlements de compte liés à la drogue se multiplient. Ils devraient notamment annoncer la création de l'Office anti-stupéfiants. Nouvelle zone de turbulence pour Aigle Azur. La compagnie aérienne a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. De nouvelles offres de reprise peuvent être déposées jusqu'à mercredi minuit. Et on débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue de Seine-Saint-Denis et préside le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat. Bonjour Éliane Assassi, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de l'actualité parlementaire, du programme du Sénat. Mais d'abord, rentrée des parlementaires de la majorité. Hier soir, Emmanuel Macron, je le disais, s'est invité à leur réception. Est-ce que c'est normal que ce soit le président de la République qui donne la feuille de route à des parlementaires ? Écoutez, moi je trouve qu'il est assez inquiétant que le président de la République, effectivement, réunisse des parlementaires. Nous sommes là encore dans une posture du président de la République qui tente à démontrer que c'est lui le chef de la majorité dans ce pays et qui vient donner un petit peu ses ordres au Parlement. Donc on est... La coupure entre le législatif et l'exécutif n'est pas très... La séparation des pouvoirs n'est pas très respectée. Dans son discours, il a notamment parlé de l'immigration, discours offensif sur ce sujet. Il a demandé à la majorité d'être sans tabou, je le cite, avec une phrase notamment qui fait parler, que je vais citer: « Les bourgeois ne croisent pas l'immigration, ce sont les territoires les plus pauvres qui en sont le réceptacle. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est un petit peu trop facile. Hier, je lisais une étude dans Le Monde où une très grande majorité de Français se disent pessimistes sur les choix politiques du gouvernement d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Et je trouve un peu regrettable quand même que le président de la République et sa majorité utilisent, comme d'autres, l'immigration comme drapeau pour faire peur à la population. L'immigration n'est pas responsable des maux de notre société. Et je le rappelle toujours, in fine, les gens préfèrent l'original à la copie. Et on est encore dans la suite... C'est une façon de draguer les électeurs du Rassemblement national ? Tout à fait. On l'a déjà vu au moment des européennes, avec ce duel voulu par le président de la République entre d'un côté sa candidate tête de liste et de l'autre côté Marine Le Pen. Et on est exactement dans la même configuration aujourd'hui. Je le dis, c'est dangereux. L'immigration, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile ne sont pas responsables de la situation de crise économique, sociale que traverse notre pays aujourd'hui. On va parler des retraites, mais ce ne sont pas les migrants qui sont responsables de la situation des retraites aujourd'hui dans notre pays. On parle de sécurité, ce ne sont pas les migrants qui sont responsables de l'insécurité qui parcourt notre pays aujourd'hui et qui fait que, y compris les policiers aujourd'hui, sont en colère parce qu'ils manquent de moyens. Donc on fait porter à l'immigration et aux migrants un tas de responsabilités et sincèrement, je pense que c'est une dérive très très dangereuse dans laquelle le président de la République veut conduire le pays.
On va parler de votre rentrée à vous, Éliane Assassi. La rentrée des communistes, c'était ce week-end à la traditionnelle fête de l'humanité. La stratégie en vue des municipales était bien sûr au menu des discours. Regardez ce reportage de Sandra Cerquera et Samia Dechir, elles étaient sur place. La fête de l'humanité, c'est chaque année la rentrée politique des communistes. Le moment où les forces de gauche se rencontrent et se parlent pour tenter une fois de plus de chercher l'union. On souhaite tous un peu l'union, mais c'est toujours un peu compliqué. J'ai toujours peur qu'il y ait une force politique qui dépasse un peu les autres. L'alliance de la gauche dès le premier tour des municipales, ses militants l'appellent de leur vœu. Ils regrettent qu'aucune stratégie ne soit encore décidée pour y parvenir. Avant de se concentrer sur les divisions, il faudrait se concentrer sur les points d'accord. Il y a quand même beaucoup de points d'accord, que ce soit chez les communistes, les Insoumis, Europe Écologie Les Verts, tout ça. Je pense que c'est un peu de la guerre de gens, d'ego, etc. Cette année encore, Jean-Luc Mélenchon a brillé par son absence. Pour en finir avec les divisions, le sénateur Fabien Gay propose une désignation des têtes de liste par les militants. C'est ce qui a été mis en place dans sa ville au Blanc-Ménil. Souvent, là où ça chope, c'est la question, c'est qui va être devant, qui va tirer la liste. Il faut que nous parlions clair. Moi, je crois que maintenant, il faut dépasser tout cela. Parce que si nous restons chacun de notre côté, nous n'y arriverons pas. Et selon Yann Brossard, l'objectif du rassemblement, c'est aussi d'incarner une réelle alternative. Si on ne se rassemble pas, on fait un cadeau énorme à la République en marche et ça veut dire qu'on accepte un paysage politique dans lequel on a Macron d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Donc si on ne veut pas ça, il faut bien que la gauche se serre les coudes. En attendant d'être unis dans les urnes, la gauche tente de s'unir dans les luttes, faisant front commun sur tous les stands, pour récolter des signatures contre la privatisation d'ADP. Éliane Assassi, l'union de la gauche municipale, pour vous, c'est indispensable? Je pense qu'au sein de la gauche, il y a du commun. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut se retrouver et c'est particulièrement vrai dans les collectivités, dans les localités. Donc je pense qu'il y a effectivement matière à se rassembler pour construire un projet commun et notamment, et en premier lieu, j'oserais dire, de le construire avec les populations de ces localités. Donc moi, j'y crois. Il y a plein d'ingrédients qui montrent que c'est possible. Il faut dépasser un certain nombre de clivages politiciens, que j'appellerais politiciens, pour en revenir à l'essentiel. Quelle utilité d'avoir des élus de gauche dans une ville? Quelle réponse aux besoins des populations sur ces territoires? Voilà, me semble-t-il, l'essentiel, et qu'on évite effectivement les guerres de pouvoir dans les collectivités. On a l'ambition de construire avec les gens. Il y a beaucoup de personnes, au-delà des clivages politiques traditionnels, qui sont en capacité d'investir ce champ démocratique. Donc voilà, je pense que tout est possible et je le rappelle, au sein de la gauche, nous avons encore des choses en commun. Mais est-ce qu'ils sont dépassables, les clivages dont vous parlez? Parce qu'on a l'impression que vous tendez la main aux autres forces de gauche, aux écologistes, mais qu'eux ne la saisissent pas, cette main tendue. Écoutez, je ne vais pas répondre à leur place. Nous, on fait beaucoup d'efforts. Vous avez raison de le souligner. On en a rencontré à la fête de l'humanité. On crée toujours les conditions, effectivement, pour que le débat se poursuive au sein de la gauche sur des sujets essentiels. On parlait des retraites, on a parlé d'ADP, par exemple. On pourrait parler aussi de la santé. Donc effectivement, la question n'est pas tant de tendre la main. La question, c'est de savoir ce sur quoi on peut construire des projets alternatifs ensemble. C'est ça la question. Et en faisant aussi en sorte que nos concitoyens soient partie prenante de ces constructions. C'est compliqué, c'est un exercice compliqué. Je vous l'accorde, mais je crois que... mais pourquoi? Parce que les égos politiques sont plus forts que l'intérêt de la gauche pour les autres forces de gauche, oui, sans doute. La question du pouvoir, vous savez, la question du pouvoir dans notre pays, elle est très sensible. Mais je crois qu'aujourd'hui, au regard de la situation en France, en Europe et dans le monde, on a besoin, à partir de ce qui fait commun, de construire des projets avec nos concitoyens en dépassant effectivement un certain nombre de clivages politiques. Et je dis bien à gauche, il est bien évident que nous ne construirons rien avec
l'extrême droite, bien évidemment, mais aussi avec la droite ou avec la République en marche. On a trop de points de divergence, ce qui n'est pas le cas avec des forces de gauche. Est-ce que vous n'en avez pas aussi besoin plus au Parti communiste qu'ailleurs? Est-ce que préserver un vivier d'élus locaux, ce n'est pas une question de survie pour votre parti? Pas que, vous savez, on est un parti de militants. Sur la fête de l'humanité, qui est la fête du journal, je le rappelle, ce n'est pas un festival, c'est la fête de l'humanité, du journal L'Humanité. On est, comment dire, il y a plein de militants communistes, associatifs, syndicalistes qui sont présents sur cette fête et qui ont à cœur de débattre d'un certain nombre de sujets. Nous, le Parti communiste français a une force militante incroyable. Il y a 25 000 militantes et militants communistes qui ont participé à cette fête du journal L'Humanité. Donc nous avons ce vivier et cette capacité à nous déployer sur tous les territoires. Est-ce que vous allez donner l'exemple notamment à Paris? Est-ce que pour vous, Yann Brossa doit s'allier avec Anne Hidalgo dès le premier tour? Écoutez, je ne vais pas décider à la place des Parisiens ce qui est bon pour les Parisiens. Je laisse aux Parisiens le choix. Mais ce serait une bonne chose selon vous? Moi, je pense que il y a un bilan qui est acceptable sur Paris, bien évidemment. Et puis Yann Brossa y a beaucoup contribué, je pense particulièrement sur la question du logement. Il y a sans doute des efforts à faire, des choses sur lesquelles il faut aller encore plus loin. Par exemple, on sait que Paris se vide de sa population, et notamment de sa population la plus... je n'oserais pas dire la plus pauvre, mais la moins riche, je vais le dire de cette façon-là. Donc il y a encore des efforts à faire, mais je crois que le chemin qui a été pris était le bon chemin. On va parler des journées parlementaires oui. de votre parti, puisqu'elles auront lieu en fin de semaine à Saint-Étienne. Quels vont être vos chevaux de bataille au Parlement? D'abord, ce sont les journées parlementaires de nos groupes. De vos groupes communistes, exactement, à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, puisque nous avons la chance d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale et un groupe au Sénat. On va d'abord débattre de la politique, de la situation politique dans le pays, bien évidemment. Donc nous aurons une discussion générale. Nous avons pris l'habitude maintenant d'aller sur le terrain. Donc nous aurons des ateliers l'après-midi. Nous allons aller sur un barrage EDF. Nous allons aller dans une ferme. Nous allons aller au musée du design à Saint-Étienne, où il y a des efforts qui sont faits sur le plan du numérique. Donc, et puis nous aurons un débat sur la bioéthique aussi vendredi matin. En vue de la préparation de la loi bioéthique, en essayant de dépasser le sujet qui fait débat, la PMA. Nous sommes pour la PMA. Je crois que tous les élus communistes des deux groupes sont favorables à la PMA. Donc ça ne fait pratiquement pas débat au sein de nos groupes politiques. Mais on va essayer de rentrer un peu plus dans les contenus de ce texte qui ne sont pas beaucoup abordés aujourd'hui dans l'actualité. Donc il y aura deux professionnels qui viendront nous en dire plus sur cette loi. Allez, on va parler un petit peu plus tard de deux autres sujets. La réforme des retraites, la privatisation d'ADP, ce sont deux sujets qui vous concernent. Mais avant cela, on va parler du premier texte examiné au Sénat. Il arrive aujourd'hui en commission, c'est la loi sur l'économie circulaire. Et pour en parler, on accueille notre journaliste Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Oriane, bonjour Eliane Assassi. Bonjour. Je le disais, le projet de loi anti-gaspillage est examiné cet après-midi par les sénateurs. C'est un texte qui comporte des mesures importantes, mais qui n'étaient pas toutes prévues au départ. Et oui, au départ, il faut dire que c'était un texte qui était prévu pour être plutôt technique, plutôt bureaucratique, qui devait simplement transposer des directives européennes. Bref, un texte qui ne devait pas passionner les foules. Et voilà que le contexte politique s'en mêle et change. Notamment, il y a eu bien sûr le très bon score des écologistes aux européennes. Et puis, il y a eu aussi bien sûr la mobilisation de la jeunesse, incarnée par Greta Thunberg. Cette jeunesse qui se mobilise aujourd'hui, bien sûr, pour l'environnement. Et donc, le gouvernement a accordé une nouvelle importance à ce projet de loi. Et Brune Poirson se retrouve donc en première ligne pour le défendre. Oui, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, qui porte ce texte. Alors que propose-t-elle, Tam ? Écoutez, on va prendre les trois principaux points de ce texte qui en comporte de nombreux autres.
Tout d'abord, il y a l'idée d'élargir le principe du pollueur-payeur. Le texte met en place de nouvelles filières qui doivent financer la gestion de leurs déchets. Aujourd'hui, c'est déjà le cas dans un certain nombre de domaines, notamment les emballages ou encore les articles électroniques. Ça va être élargi au tabac, aux articles de bricolage ou encore aux jouets. Et sur la consigne aussi, Tam, également. Oui, il y a d'autres mesures, parmi lesquelles lutter contre l'obsolescence programmée avec la mise en place d'un indice de réparabilité. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez arriver pour acheter votre machine à laver, elle va avoir une note pour dire si elle est facile à réparer ou non. Et en tant qu'acheteur, vous pourrez vous décider. Et vous l'avez dit, le principal point de ce projet de loi, c'est bien sûr l'installation des consignes. Cela pour récupérer les emballages de boissons. L'objectif, c'est d'arriver à 100% de plastique recyclé en 2025. C'est la mesure la plus emblématique et la plus polémique. Et peu polémique, puisque sur ce sujet précis, Brune Poirson, qui a déjà été auditionnée par les sénateurs, elle s'est fait chahuter. Effectivement, Brune Poirson, qui a été auditionnée la semaine dernière par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Petit extrait choisi. Je crois qu'il faut à tout texte de loi son objet transitionnel, son symbole. Eh bien, peut-être que dans ce projet de loi, ce sera la consigne. La mesure de la consigne, elle est effectivement emblématique, médiatique, etc. Mais je dirais que cette mesure de consigne, je ne suis pas sûr qu'elle réponde totalement aux objectifs. Ce projet de consigne dessert le projet dans son intégralité. Et si vous me permettez de faire le parallèle, je pense que la notion de la consigne est au projet de loi économie circulaire, ce que le 80 km/h a été à la LOM. Voilà donc pour ce petit avant-goût des débats qui débutent donc la semaine prochaine dans l'hémicycle. Et vous l'avez dit, le texte est débattu en commission cet après-midi. Merci beaucoup, Tam. Ça promet des débats animés. Animés, Éliane Assassi, ce texte en séance. Est-ce que c'est un texte que vous soutenez? Écoutez, pour être honnête avec vous, je n'y suis pas totalement penchée, mais comme ça, a priori, je pense qu'on peut accueillir avec bienveillance ce texte, parce qu'effectivement, élargir le principe du pollueur-payeur, lutter contre l'obsolescence programmée, effectivement, ce sont des beaux sujets. Reste le sujet de la consigne et de la lutte contre les emballages plastiques, parce que, in fine, il s'agit aussi de cela. Donc, je pense que pour mon groupe, nous allons proposer des amendements sur ce texte, mais a priori, notamment sur ce sujet de la consigne, notamment sur ce sujet de la consigne et des emballages plastiques. Mais en résumé, la question des déchets, comment on traite les déchets, doit être posée et va être posée dans le débat parlementaire. Donc voilà, je pense que ça va être un débat très intéressant qui peut passionner effectivement nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc je dis avec bienveillance, mais quand même avec un certain nombre de propositions que nous poserons dans le débat parlementaire. On suivra tout ça. Un mot peut-être sur les décharges sauvages qui sont tristement revenues dans l'actualité cet été avec la mort du maire de Signes. Le texte renforce les pouvoirs du maire sur cette question des décharges sauvages. Ça, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Et puis, on le verra dans le texte qui sera présenté aussi par monsieur le Cornu prochainement. Je crois qu'il faut effectivement protéger les maires. Mais protéger les maires, ce n'est pas simplement assurer leur propre sécurité, c'est créer les conditions qu'ils aient les moyens d'exercer leur mission en toute sécurité. Et je crois que les maires, une majorité de maires, et particulièrement dans les petites communes, demandent à plus de sécurité, non pas, je le répète, pour leur personne, mais pour assumer au mieux leur mission. Eh bien, on suivra l'examen de ce texte à partir d'aujourd'hui en commission, à partir du 24 septembre en séance. Comme tous les jours, Éliane Assassi, on va se rendre dans une rédaction locale. Et aujourd'hui, on va voir nos partenaires du Progrès de Lyon. Bonjour Jean-Philippe Vigourou, merci d'être avec nous ce matin. En plus, vous avez une bonne nouvelle à la une de votre cahier éco, puisque les créations d'emplois se multiplient dans la banlieue lyonnaise. Bonjour, effectivement, ce matin, nous publions une enquête de 6 pages que nous avons consacrée à l'emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment à Lyon et dans son agglomération. Donc c'est une enquête qui se trouve dans notre cahier économique qui est publié tous les mardis. Et c'est effectivement assez rare pour qu'on le souligne. Non seulement l'emploi est en très bonne santé dans la région, mais en plus ça concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. Alors, on nous avait annoncé une année record dans la lignée de 2018 qui avait déjà eu beaucoup d'indicateurs au vert. L'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, nous parlait même de 30 000 recrutements
pour l'année 2019, ce qui serait du jamais vu. Pour vous donner un élément de comparaison, ce serait le double des recrutements qui avaient été réalisés en 2014. Alors, pour en avoir le cœur net, la rédaction du Progrès Économie a contacté les principales entreprises implantées dans le bassin lyonnais. On leur a mis à disposition un questionnaire en ligne afin de connaître leurs intentions d'embauche pour les mois qui viennent et même pour l'immédiat. Et effectivement, les remontées que nous avons pu avoir montrent que cette tendance très positive se confirme. D'après nos infos, ce serait plus de 3600 emplois qui seraient à pourvoir immédiatement ou dans les mois qui viennent en CDI dans la grande région lyonnaise. Alors en majorité, ce sont des cadres que recherchent les entreprises qui recrutent, à peu près quels que soient les secteurs d'activité. En revanche, il y a le revers de la médaille, du coup, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont un peu en tension. Alors sans surprise, les fonctions informatiques sont toujours en forte pénurie, parce que si vous voulez, entre les nombreuses startups qu'on peut avoir dans la région lyonnaise et les entreprises qui passent au digital, eh bien tout simplement, on s'arrache les développeurs, les chefs de projet qui deviennent de véritables perles rares. Les commerciaux également sont manifestement très demandés, c'est ce qui ressort de notre enquête, que ce soit des commerciaux de terrain ou des profils plus sédentaires. Il y a beaucoup d'entreprises nous ont dit on recherchait activement. Voilà. Du côté des postes à responsabilité également, on s'aperçoit qu'il y a des profils qui sont un petit peu en tension. C'est le cas des directeurs commerciaux, qui sont manifestement très difficiles à trouver, ou encore dans l'industrie agroalimentaire, on a du mal à trouver des directeurs d'usine, ou encore des ingénieurs achats pour ce qui est du secteur de la métallurgie ou de la mécanique. Bref, si vous voulez, notre rédaction a balayé l'ensemble des secteurs d'activité et ce qui nous a permis, à travers toutes ces remontées, d'établir un top 30 des entreprises qui recrutent dans la région. Merci beaucoup Jean-Philippe. Peut-être petite précision, même si vous avez été très complet, petite précision peut-être pour nos amis lyonnais qui nous regardent et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les entreprises qui recrutent ? Alors oui, effectivement, et puis ce sont des acteurs lyonnais qu'on retrouve notamment sur la première marche du podium, c'est l'entreprise Fiducial qui ressort. C'est une entreprise lyonnaise et qui nous a annoncé vouloir recruter au moins 600 personnes, ce qui est quand même, ce qui est pas anodin du tout, avec pour moitié des profils dans le secteur de la comptabilité ou du droit. Juste derrière Fiducial, en deuxième position, on trouve une entreprise également bien connue des Lyonnais qui s'appelle Keolis et qui exploite le réseau de transport en commun lyonnais et qui va pourvoir 500 postes, dont 400 profils de conducteurs dans les mois qui viennent. Merci beaucoup voilà. Jean-Philippe Vigouroux, merci pour cette bonne nouvelle. Vous êtes journaliste, je le rappelle, au Progrès de Lyon. Merci d'avoir été avec nous, Éliane Assassi, que de bonnes nouvelles. Effectivement, que de bonnes nouvelles. Allez, après la revue de presse du côté de Lyon, on va passer à la revue de presse en Seine-Saint-Denis. Du côté de chez vous, Éliane Assassi, c'est avec Tam Tranui. Et Tam, 2 articles ont attiré votre attention ce matin. Et oui, tout d'abord, on va prendre la direction du Parisien. Le Parisien qui montre que les arrêtés anti-glyphosate ne concernent pas seulement les campagnes, mais aussi la région parisienne, puisque le Parisien montre qu'il y a des maires de Seine-Saint-Denis qui ont pris des arrêtés anti-glyphosate, cela pour restreindre ou interdire l'utilisation de ce pesticide. Vous le voyez, le Parisien cite ces villes concernées: Stein, Villemomble, Montfermeil, Bobigny, Les Lilas et Tremblay en France. Et notez que le quotidien a choisi d'illustrer cet article avec une photo du métro. Alors pourquoi ? Et pourquoi Tam ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas une erreur. Une photo du métro, c'est écrit en tout petit. La RATP a demandé à son prestataire chargé de l'entretien des voies de suspendre l'utilisation du glyphosate pour l'ensemble de son réseau aérien. Notez également que le Parisien a interrogé la SNCF qui a dit qu'elle avait restreint aussi l'utilisation de glyphosate, qu'elle a divisé même par 4 l'utilisation de ce pesticide en 20 ans. Allez, autre sujet, mais toujours en Seine-Saint-Denis, évidemment, c'est l'Obs qui parle d'immobilier cette fois. Oui, l'immobilier, bien sûr, c'est un marronnier pour tous les hebdomadaires. On a le droit à ça chaque année pour tous les hebdomadaires. Et l'Obs s'intéresse à la Seine-Saint-Denis, explique que l'immobilier s'emballe en Seine-Saint-Denis. Alors, plusieurs explications à cela. Il y a bien sûr
les JO, Paris 2024, il y a les nouvelles lignes de métro, il y a aussi les écoquartiers. D'ailleurs, l'Obs a choisi une illustration d'écoquartiers pour expliquer cela. Notez qu'aujourd'hui, les primo-accédants ou les jeunes couples n'hésitent pas à franchir le périphérique pour aller chercher en Seine-Saint-Denis plus de place, une meilleure qualité de vie, des choses qui ne peuvent plus s'offrir dans la capitale. Résultat, les prix, ils montent. Merci beaucoup, Tam, pour cette revue de presse de la Seine-Saint-Denis. Une réaction, Éliane Assassi? Oui, mais moi, je me félicite des arrêtés pris par un certain nombre de maires contre les pesticides. Je note aussi que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a pris exactement le même arrêté. Donc on avance. Voilà. C'était un petit peu difficile, mais la Seine-Saint-Denis est aussi concernée que d'autres départements, même si c'est un département urbain, donc que des félicitations. Sur le logement, votre journaliste a dit l'essentiel, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Paris tout à l'heure. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, c'est mon département, mais on vit bien en Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qui peut se dire par ailleurs. Et il y a une qualité aussi de vie qui s'est améliorée ces derniers temps, une offre de logement très diversifié, du logement social, de l'accession à la propriété. On a encore des services publics en Seine-Saint-Denis. On a des élus qui ont créé les conditions pour que les petits-enfants soient accueillis dans des crèches. Donc il y a des écoquartiers, effectivement, qui se sont développés. Donc il y a une certaine qualité de vie et je pense que, outre le fait qu'effectivement, sur d'autres départements, les prix des loyers sont très très chers, il y a un certain nombre de personnes, et notamment des jeunes couples, qui viennent vivre dans notre département et je m'en félicite. Un mot rapide, Éliane Assassi. Il nous reste 1 minute 30 sur 2 sujets. La réforme des retraites. Oui. Les manifestations commencent à se multiplier. Oui. Comment vous comptez peser sur cette réforme des retraites? Écoutez, d'abord, nous allons être présents dans toutes les mobilisations. On soutient les mobilisations sur la réforme des retraites. Vous savez, nous sommes pour la retraite par répartition. La retraite par points, ça va pénaliser les gens qui ont eu des carrières hachées et je pense particulièrement aux femmes qui vont être pénalisées. Et j'oserais une formule, la retraite par points, in fine, c'est point de retraite. Et très rapidement, un autre sujet, même si on en reparlera, c'est ADP. Privatisation d'ADP. Est-ce que vous pensez réussir à récolter le nombre de signatures? Bien sûr. On a eu la fête de l'humanité, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu des milliers de signatures sur le stand des parlementaires que nous avions pour la première fois sur cette fête. Nous avons recueilli, enregistré 700 soutiens sur le site du ministère de l'Intérieur. Tout ça va faire boule de neige. Il va y avoir un certain nombre d'initiatives qui vont être prises dans les territoires au-delà de la région parisienne. Sincèrement, je crois qu'on peut atteindre les 4,7 millions de soutiens au mois de mars prochain. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éliane Assassi, d'avoir été avec nous ce matin. Dans 3 minutes précisément, c'est l'heure de l'invité politique. Et c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous parlerons entre autres des pesticides, on vient d'en parler, Éliane Assassi, mais aussi du CETA qui va passer devant le Sénat. Et les pesticides, justement, c'était le thème du débat d'Allons plus loin. Nouvelle émission présentée par Rebecca Fitoussi tous les jours à 16h30. Regardez, cet échange animé, c'était hier entre Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, et le sénateur écologiste Joël Labbé. L'ANSES est une agence indépendante. L'ANSES n'est pas laxiste. L'ANSES exige des producteurs de produits phytosanitaires qu'elles répondent à des cahiers des charges quand elles donnent leurs données. Et l'ANSES a retiré 260 produits du marché depuis le début de l'année 2019. Elle en a autorisé dans le même temps 21. Ça veut dire que ce sont des agences qui ne sont pas laxistes et qui ne sont pas cool. Donc vous nous dites que tout va bien dans le meilleur des mondes et chacun fait son job. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je dis que c'est un travail qui se perpétue chaque jour. Je dis que quand il y a des alertes, l'ANSES s'en saisit. Faire croire aux gens que les agences de santé ne se soucient pas de leur santé et font exactement ce que les lobbies phytosanitaires leur demandent de faire est faux. Joël Labbé ? Il ne faut pas tomber dans la caricature. Par contre, on sait que les agences, notamment l'ANSES, n'a pas les moyens de véritablement faire son travail. Et dès l'instant que ce sont les firmes qui mènent les études préalables, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'affaire. On aurait besoin véritablement
d'organes publics pour faire les essais. Pourquoi l'ANSES, chaque année, interdit des molécules qui sont en circulation? C'est parce qu'au fil du temps, lorsqu'il y a alerte, alors il y a souvent des alertes, lorsqu'il y a alerte, ben ça y est, cette molécule, elle est mauvaise, il faut absolument qu'on l'enlève. Est-ce qu'il faut attendre véritablement qu'il y ait des problèmes de santé pour les interdire? On le sait maintenant qu'il y a des molécules extrêmement dangereuses. Vous allez dire que le glyphosate n'a aucun effet absolument bon. Alors, cancérogène probable, on peut continuer. Il y a eu un procès aux États-Unis d'une part, mais de toute façon, un herbicide aussi radical que le glyphosate qui grille absolument tout ce qui passe dessous. On ne va pas dire que c'est sans impact. Alors maintenant, sur le côté scientifique, on peut avancer et on va avancer encore. De toute façon, le glyphosate, ses jours sont pliés. Il faut se préparer à sortir du glyphosate parce que maintenant, l'État français, mais comme l'Europe, ne pourra pas continuer. Et notre invité politique ce matin, c'est Didier Guillaume. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales, les Indes radios et la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. Avant de vous entendre sur la rentrée parlementaire, sur les dossiers agricoles bien évidemment, un mot sur une question d'actualité. Didier Guillaume, 2 militants écologistes qui avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron, invoquant notamment l'urgence écologiques ont été relaxés hier. Que pensez-vous de cette décision ? Moi, je n'en pense rien, parce que la justice étant libre et indépendante, je n'ai pas à commenter une décision de justice. Mais je pense qu'on vit dans une drôle de société. Dans une société où certains, peut-être extrémistes, font des actions qui ne sont pas dans le cadre de notre pacte républicain, notre vivre ensemble. Il y a beaucoup de façons de manifester, de s'exprimer. Mais décrocher le portrait du président de la République, c'est s'attaquer au plus haut personnage de l'État, qui a été démocratiquement élu. Je sais que certains dans la vie politique française regrettent cela, mais ça s'appelle la démocratie. Mais il a été démocratiquement élu. Et moi, je regrette que des militants aient ce genre d'action, ils ont le droit de le faire, mais ça ne sert, à mon avis, ni leur cause, ni l'apaisement que nous voulons dans la société. À moins que certains cherchent à mettre le feu. Je ne parle pas de ces deux personnes que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'apaiser la société. Et ce n'est pas en décrochant les portraits d'Emmanuel Macron, en faisant une marche, en mettant les portraits en l'air, la tête en bas, qu'on se grandit. Pour vous, cette décision de justice, c'est un mauvais signal? Ça aurait mérité une sanction? Non, mais c'est ni un mauvais signal, ni pas un bon signal. Moi, je pense que lorsqu'on décroche le portrait du président de la République, on fait un acte qui n'est pas un acte juridiquement légal. Après, je ne peux pas commenter, moi. Allez, on va parler de la réunion de rentrée hier des parlementaires de la majorité. Vous y étiez. Emmanuel Macron aussi. Comment ça s'est passé? C'était un très bon moment, d'abord parce que c'était une fin d'été douce, nous étions dehors et le président de la République a fait un très bon discours, je pense qu'il a été très bien accueilli par les parlementaires, tous les membres du gouvernement étaient évidemment là, une petite heure pour expliquer la deuxième phase, la deuxième étape du quinquennat, en disant il faut vraiment assumer de mettre en place un projet progressiste. Nous sommes issus des Lumières et à partir de là, nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes. Aujourd'hui, le choix dans ce pays, il est simple. C'est soit le repli sur soi, le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre, soit c'est ce que nous essayons de faire sous l'autorité d'Emmanuel Macron, c'est la ligne politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire regarder loin, élargir le champ, ouvrir, donner des possibilités pour les gens, d'avoir une retraite demain, d'avoir un travail, faire en sorte que la protection soit là, et en même temps ne pas être naïf sur tout un tas de sujets, peut-être en parlerons-nous. Mais lorsqu'il dit les 4 priorités du gouvernement et de l'État, c'est à la fois le travail, l'écologie, les retraites et le régalien, ça pose bien la situation et les orientations de la deuxième étape, du deuxième acte du quinquennat, avec beaucoup d'humilité et de sérénité. Vous savez, Emmanuel Macron, comme nous toutes et nous tous, avons été très marqués de ce qui s'est passé l'année dernière, à peu près au même moment. C'est là où les gilets jaunes ont commencé à monter dans nos campagnes. On l'a vu, nous, dans les zones rurales, ce qui se passait. Et tous ces mois où ces manifestations ont eu lieu, enfin, l'Arc de Triomphe, c'est une image qu'on ne peut pas revoir. C'est pas ça, la République que j'aime. Lorsqu'on a vu tous ces heurts, ces attaques, etc., Emmanuel Macron a été marqué par cela. Et ce qu'il veut, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de sérénité, écouter les Français, écouter le peuple et se sentir proche d'eux. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois, En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes.
Alors le président de la République a parlé d'un parti bourgeois à propos de l'immigration. Il a aussi présenté les difficultés liées à l'immigration en France comme l'échec de politiques successives, notamment de la gauche. Vous en venez de la gauche. Comment est-ce que vous avez vécu comment est-ce que vous vivez ce type de déclaration? Vous partagez ce constat? Mais évidemment, mais nous l'avons dit. Donc c'est aussi votre part de responsabilité? Mais énormément. Vous en prenez votre part? Mais bien sûr, nous l'avons dit dans le précédent quinquennat, nous avons raté l'intégration et nous avons raté les politiques sur l'immigration. On a fait beaucoup de choses. La rénovation des quartiers, l'ANRU, le renouvellement urbain, l'ANA, les aides à l'habitat indigne, etc. Beaucoup de choses ont été faites dans le précédent quinquennat, évidemment. Mais aussi bien dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy que dans celui de François Hollande, nous n'avons pas réussi cette intégration qui vient de loin. Et aujourd'hui, il faut s'en soucier. Enfin, quand il parle de parti bourgeois, qui a les problèmes? Qui se fait brûler sa voiture? Qui est confronté au deal dans les quartiers? Ce ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les chefs d'entreprise, les cadres qui, eux, en principe, ont des belles maisons. Ce ne sont pas les parlementaires ou les ministres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous ne vivons plutôt pas dans ces quartiers. Mais ceux qui vivent dans ces quartiers, c'est qui? Les gens qui sont au RSA, les chômeurs, les travailleurs pauvres. Et c'est eux qui voient tout cela. Et se disent, mais est-ce que les politiques s'occupent de nous? Et une des raisons de ces mouvements, de Gilets jaunes, de ces mouvements populaires, c'est que les gens pensent que les hommes politiques, les femmes politiques, pensent plus à eux ou à elles, pensent plus à eux ou à elles, qu'à leurs concitoyens. Et ça, c'est un vrai sujet. Le président de la République a aussi des mots de mise en garde par rapport aux divisions internes à La République En Marche. Alors certains ont pris le message pour Cédric Villani. Est-ce que vous interprétez la chose de la même manière? Non. Ça n'a rien à voir. Non, ça a à voir. Il y a le sujet de Paris, mais c'est pas uniquement Paris. Vous savez, moi, j'ai été pendant des années dans une organisation politique, le Parti Socialiste, où il y a eu des débats, des combats, des divisions, et on a vu où ça nous amenait à 6%. Et vous avez toujours la peur du spectre de la fronde En Marche? C'est pas le fait de la fronde, c'est que lorsque ce parti politique, ce mouvement est jeune, ce n'est que la deuxième élection qu'il a affrontée après les législatives. Les européennes, c'est un peu à part. Il faut désigner des candidats. Il y a une commission d'investiture. Il y a des choix à faire. Et le voisin qui n'a pas été désigné, l'ami, l'autre parlementaire, etc., se sent frustré. Et il a eu raison de dire, mais c'est le collectif. Tous les députés qui ont été élus en 2017, ils ont été élus parce qu'Emmanuel Macron venait d'être président de la République et parce que sur leur document de travail, il y avait la photo d'Emmanuel Macron. Ils ont leur qualité propre, mais enfin Emmanuel Macron a fait 577 campagnes, mais 300 victoires aux législatives. Bon, maintenant il faut que chacun comprenne que la même commission d'investiture qui les a fait devenir députés, c'est la même qui fait les désignations aujourd'hui, c'est le collectif. Et je crois que ce qui marque cette majorité, c'est à la fois la bienveillance, elle est indispensable. La bienveillance est indispensable dans ce pays hystérisé, dans ce pays où on est les uns contre les autres. Peut-être en parlerons tout à l'heure. La bienveillance, et puis la solidarité, le respect du collectif, le travail collectif, il est indispensable. Donc en clair, Cédric Villani doit retirer sa candidature et se rallier à Benjamin Griveaux. Mais ça ne me concerne pas maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, à Paris comme ailleurs, lorsque une organisation politique, lorsque la majorité présidentielle est unie, elle gagnera. Lorsque la majorité est divisée, elle ne gagnera pas. Une dernière chose, est-ce que le président de la République a donné des consignes, et le Premier ministre, ont-ils donné des consignes à leurs ministres de s'impliquer dans la campagne pour les municipales? Non. Est-ce qu'on vous a, comme ça avait été fait pour les européennes? Non. Et vous soutiendrez des candidats, par exemple, dans la Drôme, etc. Oui, vous ferez du terrain, vous ferez des campagnes, des sûr. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on est ministre, on a beaucoup de travail aussi à faire, et c'est compliqué, mais on n'a pas eu de consignes particulières, mais évidemment, lorsque l'on est responsable politique, à tous les niveaux, local, départemental, régional, national, et a fortiori lorsqu'on est ministre du gouvernement, lorsqu'on a cet honneur de pouvoir diriger le pays sous l'autorité du président de la République, évidemment qu'une élection, elle ne laisse pas indifférent. Parce que les élections municipales, c'est la première élection locale que la majorité présidentielle va avoir à affronter. C'est la première fois, je pense, dans la Ve République, qu'un parti au pouvoir, qu'une majorité au pouvoir, n'a pas ou peu d'implantation locale. Vous imaginez, nous, les socialistes ou la droite, avaient des milliers et des milliers de maires et de communes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc cette élection, elle est majeure pour le maillage, pour le tissage, pour l'implantation locale. Après la rentrée parlementaire, c'est aussi l'heure de la rentrée sociale. Didier Guillaume, les manifestations contre la réforme des retraites commencent à se multiplier. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale agitée? Mais la rentrée sociale, elle est agitée. Mais toutes les rentrées sociales sont agitées depuis des années. Aujourd'hui, le sujet majeur... Donc pas de peur particulière?
Mais si, la peur que je peux avoir, c'est que ce climat social, là encore, s'hystérise, qu'il y ait de la violence, parce que ça, c'est un problème. Donc il faut ça, vous craignez toujours que la violence revienne ? Mais bien sûr, on sait qu'il y a des groupes violents dans ce pays qui veulent en découdre. Mais nous, ce que nous souhaitons, dans les 4 chantiers du président de travail d'écologie, les retraites et le régalien, c'est tout simplement que ce régime de retraite, le président de la République, Emmanuel Macron l'avait dit dans sa campagne, aujourd'hui, 42 régimes de retraite différents, beaucoup d'inégalités, ce n'est pas possible. Donc avant de manifester et de dire qu'est-ce que nous ferons demain, il faut d'abord comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans l'agriculture, par exemple, qui ont 400, 500 euros par mois de retraite. Justement, les agriculteurs, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter de cette réforme ? Non, alors pour le coup, les agriculteurs, d'ailleurs, c'est globalement bien apprécié dans le monde agricole, pour toutes les catégories qui ont des carrières hachées ou qui partent de très bas, elles seront certainement toutes gagnantes. Donc je crois que les agriculteurs ont bien compris qu'il n'y avait pas de sujet. Ce qui compte pour les agriculteurs et la vraie problématique, c'est la retraite d'aujourd'hui. Ceux qui sont à la retraite aujourd'hui avec des retraites trop basses. Donc, mais il va bien falloir revenir expliquer que ce régime, il n'est pas égalitaire, il n'est pas équitable. Et la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de faire un régime universel. C'est beaucoup plus dur qu'après la Seconde Guerre mondiale pour créer le régime. Parce que là, tous les gens qui ont quelque chose le disent, moi je veux pas qu'on me touche, et on verra à côté. C'est ça le problème de l'individualisme. Et nous avons besoin d'essayer de montrer du collectif, d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'il faut que la retraite soit équitable, que ce régime universel, il le soit pour tous. 1 euro cotisé aura le même impact dans toutes les professions pour le moment de la retraite. C'est cette explication que nous allons faire pendant des semaines et des semaines. S'il faut prendre plusieurs mois, nous prendrons plusieurs mois. Nous ne sommes pas pressés, j'allais dire. Plusieurs mois, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas forcément votée avant l'été, si ? Je ne sais pas. C'est plutôt prévu avant l'été. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes déterminés. La réforme des retraites se fera dans le quinquennat. Du régime de retraite se fera dans le quinquennat. Si c'est début 2020, milieu 2020 ou fin 2020, pour moi, c'est pas ça le sujet. C'est que les Français comprennent et que tout le monde soit embarqué dans la compréhension de ce mouvement. Et puis, on sait très bien qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles, sur lesquels il faudra peut-être différer un peu. Je prends le cas des enseignants. Les enseignants, on a fermé les yeux pendant des années, sont plutôt mal payés. Enfin, quand on voit le rôle qu'ils ont aujourd'hui, l'enseignant fait à peu près tout à l'école, au collège, au lycée, ils sont plutôt mal payés, mais ils ont plus de vacances que les autres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec sur les professions médico-sociales, les infirmières, etc. Tout cela, il faut le mettre sur la table, il faut en discuter. Mais à l'arrivée, la détermination du président de la République, elle est claire. Nous allons arriver vers un régime de retraite universel, équitable pour l'ensemble des Français. Ce ne sera pas forcément d'ici l'été 2020 et ce ne sera pas forcément tout d'un coup, on peut y aller par étapes. Vous me posez la question à moi, je vous réponds. Moi, j'espère qu'on pourra le faire avant l'été 2020 pour la grande majorité, et on verra s'il faut que ce soit à l'automne. Enfin, ce qu'il faut, c'est que tout le monde comprenne la justice de ce système. Aujourd'hui, le système n'est pas juste. Il y a trop de retraités très pauvres, très pauvres. Alors, si on comprend bien, il n'y a pas de sujet pour les agriculteurs par rapport à la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a d'autres points qui irritent le monde agricole en cette rentrée ? Notamment, où est-ce qu'on en est sur la question de la sécheresse ou d'autres dossiers irritants comme le retour du CETA, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait agacer le monde agricole aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous redoutez ? Il y a beaucoup de choses qui agacent le monde agricole, des choses Qu'est-ce que vous surveillez ? Je vais vous dire très clairement, des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le dérèglement climatique. La sécheresse est absolument incroyable. Deux années de suite, les agriculteurs n'en peuvent plus. Moi, j'ai beaucoup bougé en France là pour des déplacements. Je suis allé dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, mais les sols sont grillés. Les sols sont grillés. Cette sécheresse a touché comme jamais. Donc moi, j'ai fait prendre des mesures exceptionnelles cet été par la Commission européenne, avec la possibilité de faucher des jachères pour donner pour les animaux, ce qui était totalement interdit par l'Europe. On a une énorme dérogation. On va faire conjoncturellement tout ce qu'il faut faire. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des éleveurs. C'est-à-dire une soixantaine de retenues d'eau, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, il y a des éleveurs qui peuvent mettre la clé sous la porte, qui vont décapitaliser leur cheptel parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc par rapport à cela, il faut prendre 2 mesures qui sont fortes sur lesquelles le gouvernement a tranché. C'est des retenues d'eau. L'eau est de plus en plus rare. Il faut économiser l'eau. Et les agriculteurs dépensent aujourd'hui 30% de moins d'eau
pour irriguer qu'ils le faisaient il y a 10 ou 15 ans en arrière. Mais c'est justement parce que l'eau est rare qu'il faut la retenir pour la remettre dans les sols lorsqu'ils en ont besoin. Cet été, il y aurait eu un peu plus de retenue d'eau. Il y aurait eu la sécheresse et la canicule, mais il y aurait eu de l'herbe qui aurait poussé et les animaux auraient pu pâturer sur l'herbe. Donc la sécheresse, c'est vraiment très gravissime. Et puis nous allons faire aussi mettre en place une assurance généralisée. L'agriculture, c'est le seul métier qui n'est pas assuré. Donc ça, c'est ce qui ne dépend pas complètement de nous. Mais il y a d'autres sujets aujourd'hui sur lesquels les agriculteurs sont très nerveux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le revenu des agriculteurs est beaucoup trop faible. Le compte n'y est pas. Les États généraux de l'alimentation qui avaient été mis en place en 2017 avaient indiqué qu'il fallait que le revenu remonte. Aujourd'hui, l'agriculteur est le seul... Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. L'agriculteur a le seul métier qui vend à perte, ça n'existe pas. La personne qui a construit ce studio, si ça lui rapportait 100, il a vendu 150. Dans la loi, tout simplement parce que l'inversion de la construction des prix qui a été demandée s'est fait un petit peu tard, c'est-à-dire que les agriculteurs, on leur paye encore le lait trop peu, la viande trop peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour corriger ça ? On a mis en place un comité de suivi des négociations commerciales. Nous travaillons beaucoup avec la grande distribution, beaucoup avec l'ANIA, les industries agroalimentaires, les PME, pour faire cela, parce que tant que nous ne réglerons pas le problème du revenu pour les agriculteurs, rien ne pourra se faire. Après, évidemment, ils sont agacés par une troisième chose, c'est l'agribashing. C'est sans cesse les intrusions des élevages. Enfin, c'est absolument insupportable que des gens rentrent chez eux, les traitent d'assassins, de pollueurs, d'empoisonneurs. Les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs, ne sont pas des pollueurs. On leur a appris à faire de l'agriculture en mettant des produits phytosanitaires pour traiter les plantes, pour les soigner, pour qu'elles soient mieux résistantes. Ils font cela. Aujourd'hui, on leur demande énormément de choses. C'est la profession à laquelle on a demandé le plus de choses en France. On leur dit... parce que le gouvernement l'a décidé, moins 50% de produits phytosanitaires en 2025. Nous allons être un des premiers pays au monde. On sort du glyphosate au 1er janvier 2021. On fait la transition agroécologique. Tout ça, c'est des avancées énormes. Les agriculteurs le font, il faut que les gens comprennent. Mais ce n'est jamais assez. J'ai regardé le débat sur votre antenne hier sur les pesticides. Enfin, c'est un truc de dingue. On n'a jamais autant avancé et on se fait attaquer parce que ça ne va pas assez vite. Alors justement, puisque vous parlez de cette question, Didier Guillaume, les arrêtés anti-pesticides se multiplient. On va écouter l'un des maires qui a pris un de ces arrêtés. Il s'appelle Fabrice Roussel. Il est maire socialiste de La Chapelle-sur-Erdre. C'est en Loire-Atlantique. On l'écoute. Aujourd'hui, les maires ont la compétence pour lutter contre les pollutions, sauf sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc nous réclamons de partager cette compétence parce qu'il y a de nombreuses sollicitations des habitants. Et puis évidemment, nous souhaitons être associés plus largement aux concertations, parce que la concertation qui s'ouvre aujourd'hui fixe déjà les distances. Et d'ailleurs, ces distances sont minimales pour l'ANSES. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait ce débat sur les protections à mettre en œuvre avec l'élaboration de distances plus importantes. Et puis aussi, dans le cadre de l'élaboration des chartes départementales, nous avons le sentiment que ces concertations qui s'engageront dans les prochains mois ne seront là que pour réduire les distances fixées par le décret. Et cela nous paraît inacceptable. Et c'est pour ça que moi, en tant que maire, j'agis avec la prise en compte de cet arrêté pour faire en sorte que nous ayons un débat plus large sur la question de la protection des riverains. Voilà, Didier Guillaume, c'est un message que ce maire vous adressait. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bon, je ne vais pas parler sur ce qu'il vient de dire parce qu'on est à 6 mois des élections municipales. J'ai bien compris que c'était un acte politique, que les socialistes s'est donné passer le mot pour dire qu'il faut prendre des arrêtés. J'ai vu ça. Ils savent très bien qu'ils seront tous retoqués. Pour vous, c'est politique. C'est la politique politicienne. Oui, c'est purement de la politique politicienne. Même si le débat de fond, je vais venir. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà plus d'1 an que les pesticides sont interdits dans les villes. Hein. Donc ils disent on fait une ville anti-pesticides comme la maire de Nantes, comme d'autres. Mais enfin, c'est interdit par la loi. Donc, et les distances de sécurité. Alors les distances de sécurité, j'y viens. Il faut vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il dit les chartes vont prendre plusieurs mois. Non, elles ont démarré depuis plusieurs mois. Deuxième chose erronée qu'il dit, il faut que les maires soient dans la concertation. Les maires sont dans la concertation. Elles ont déjà démarré depuis plusieurs mois. Donc il faut faire attention à tout cela parce que c'est typiquement ce qu'il va faire en sorte qu'on va opposer les uns par rapport aux autres. Moi, je vis dans une France
France qui ne veut pas être la France qui oppose les métropoles et la ruralité, l'urbain et le rural, l'agriculteur et le citoyen, en gros le bobo et puis celui qui rame et qui trime pour faire manger. À proximité des habitations, ça c'est pas un problème de bobo, ça concerne les gens qui vivent en zone rurale justement. Mais justement, nous prenons ces décisions, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de zone de non-traitement. C'est le gouvernement et sa majorité qui prennent les décisions et on se fait attaquer. Vous voyez bien que c'est purement politicien. Ça n'était jamais arrivé. Plutôt que de dire, très bien... La distance est faible. Mais la distance est faible. Mais qu'est-ce que vous mettrez comme distance, vous? La demande, c'est plutôt... Ce serait mais la demande de qui? La demande de certains maires, de certaines exactement, associations. Mais vous dites non pour 150 mètres. Mais vous n'êtes pas scientifique. Enfin, quand vous allez chez le médecin, que vous avez la grippe, qui vous donne des antibiotiques, qui vous donne des médicaments. Vous ne lui dites pas, non, je veux pas ce médicament, j'en veux un autre, et je vais en prendre plus ou je vais en prendre moins. Enfin, il faut être sérieux. Donc vous dites que c'est merde sans savoir, c'est ça? Regarde Mancini, je sais très bien que quand je dis ça, je me fais insulter, je me fais découper, je prends des tombereaux de merde sur la figure sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux vivre dans une société de la rationalité. Ce gouvernement est le premier gouvernement qui va quitter la dépendance aux produits phytosanitaires. Le premier au monde ou en Europe. Alors on va dire non, il y a le Sri Lanka. Très bien. Nous avons pris la décision de dire il faut mettre des chartes en place. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème. S'il y a un mur au bout du champ, il n'y a pas de problème de traitement, on peut traiter au pied du mur. S'il n'y a pas de mur, s'il y a une maison, eh bien évidemment, on va se reculer. C'est les zones de non-traitement. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est que ce ne sont pas les champs qui sont rentrés dans les villes et dans les villages, ce sont les villages qui ont fait des lotissements à perte de vue, qui sont rentrés dans les champs. Or, aujourd'hui, troisième chose scientifique, il y a l'ANSES, l'autorité de sécurité sanitaire, qui évalue, qui fait ce qu'on appelle des autorisations de mise en marché. Nous avons demandé qu'elle les révise toutes, et on verra bien. Mais quand un produit est mis sur le marché, c'est qu'on peut l'utiliser, donc il faut faire très attention à cela. Mais le gouvernement qui fixe comme deuxième priorité après le travail l'écologie, le gouvernement veut faire de l'écologie quelque chose de très fort. Donc mon rôle de ministre de l'Agriculture, il est double. Il est de soutenir l'agriculture et les agriculteurs, mais il est de protéger la santé de nos concitoyens et la santé des Français. C'est pour ça que nous allons regarder au cas par cas comment faire en sorte, et nous mettons des zones de non-traitement afin que le principe de précaution s'applique. Mais moi, je veux objectiver le principe de précaution. Donc voilà, après on peut dire le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement n'a jamais fait autant. Les conversions en bio, il y en a eu 6 000 de plus cette année. 10% des agriculteurs aujourd'hui sont en bio. Nous allons aller à 15% de la surface agricole cultivée. Nous en sommes à la moitié, à 7,5%. Donc nous sommes dans notre feuille de route. Nous baissons l'utilisation des pesticides. Nous voulons sortir de la dépendance totale aux pesticides. Voilà. Alors après, on peut toujours nous dire, pour des confrontations politiques, ça ne va pas assez loin, etc. Mais moi, ce que j'aimerais qu'objectivement, on regarde les choses et qu'on dise 150 mètres, ça n'a pas de sens. Peut-être à certains endroits, il faut plus, mais à plein d'endroits, il faudra moins. Donc, au cas par cas. Appuyons-nous sur la science d'abord, sur le rapport de l'ANSES, qui nous dit 5 à 10 mètres. Après, regardons de quoi il s'agit pour le traitement. Il y a ce qu'il y a des bus antidérives où il n'y a pas de produits qui partent. J'ai vu, moi, des équipements agricoles qui... Bon, bref, ne rentrons pas là-dedans. La science dit 5 et 10 mètres. Nous lançons la consultation. Les Français ont 3 semaines, maintenant ils ont plus que 2 semaines pour s'exprimer. Et à la fin de la consultation, nous regarderons. Allez, Didier Guillaume, avant de terminer, durant cette interview, nous avons souhaité donner la parole à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent eux aussi vous poser des questions. Regardez ce qu'ils vous demandent. Pas de jingle, eh bien c'est pas grave, le jingle ne part pas. Je vais vous poser la question quand même. Vous avez réclamé aux scientifiques des preuves de l'impact des pesticides sur la santé. Où en êtes-vous ? Mais moi, j'en suis à nulle part, puisque c'est les scientifiques de le faire. Aujourd'hui, donc toujours pas de réponse. Tout le monde travaille, l'Agence sanitaire des aliments, on a tous nos instituts, tous les instituts privés comme publics, indépendants. L'INRA fait un gros travail sur des alternatives. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de dire, comme nous allons sortir du glyphosate en 2021, il faut qu'il y ait des alternatives au glyphosate. Comme nous allons sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, il faut sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Pour faire cela, il y a d'abord l'agroécologie, la transition agroécologique, elle est absolument essentielle. Il y a tout ce qui se passe avec le bio, tout ce qui se passe avec les certifications HVE, etc. La France est entrée dans un mouvement, dans une transition inimaginable. On ne le sait pas, mais elle est incroyable, cette transition agricole. Elle ne va sûrement pas assez vite pour beaucoup. Mais je peux vous dire que pour les agriculteurs qui sont motivés, qui s'engagent, ils souffrent beaucoup. Parce que non seulement on leur demande
de sortir des pesticides, de faire la transition agroécologique, et en plus, ils se font insulter, ils se font canarder. Donc moi, j'espère vraiment que tout cela ne va pas trop monter dans les tours, comme l'on dit, et qu'on va pouvoir se reparler entre les urbains et les ruraux. Parce que sans ça, la société du vivre ensemble dans laquelle je souhaite vivre, c'est pas celle de l'opposition frontale. Mais vous dites vous en remettre à l'avis des scientifiques. Quand un groupe de scientifiques lance une alerte sur un type de fongicide qui s'appelle les SDHI, en disant que potentiellement ils sont dangereux, est-ce que comment vous percevez ça? Qu'est-ce que vous regardez les choses? Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de suspendre l'utilisation de ce produit avant que toute la lumière soit faite dessus ou pas? Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Mon prédécesseur pour le diméthoate, moi je l'ai fait nous l'avons fait pour le métam-sodium. C'est très simple, ça va très très vite. Quand il s'agit de fermer un abattoir, par exemple, qui n'est pas aux normes, on met 1 heure pour le faire. Sur ces molécules. Oui, mais nous intervenons sans cesse. On n'est pas en l'air, nous intervenons sans cesse. Lorsque l'ANSES et les scientifiques nous donnent quelque chose, dire ça c'est dangereux, ils enlèvent l'autorisation de mise sur le marché. C'est pas nous. C'est eux qui mettent les autorisations de mise sur le marché. Jusqu'en 2014, c'était le ministre de l'Agriculture qui signait lui-même, vous vous rendez compte, cette hérésie, qui signait lui-même les autorisations de mise en marché des produits phytopharmaceutiques. C'est complètement dingue. Et très modestement, dans la loi d'avenir dont j'étais le rapporteur au Sénat, ça je l'ai fait enlever. C'était pas au ministre de décider si c'est bien ou c'est pas bien. C'est à celui qui connaît, aux chercheurs, aux scientifiques. Merci beaucoup. Merci Didier Guillaume d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Stéphane. Demain à votre place, Didier Guillaume, votre prédécesseur, Stéphane Le Foll, qui est maintenant maire du Mans. Il sera là. N'hésitez pas à lui poser vous aussi vos questions sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et c'est l'heure maintenant du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Et ils nous rejoignent, le Club des Territoires, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et les Indes radios. Et aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de la rentrée parlementaire de la majorité, avec la visite d'Emmanuel Macron aux parlementaires et du malaise des élus. Mais avant cela, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et cette semaine, Samia Dechir et Fabien Recker sont dans la Creuse pour parler des conséquences de la sécheresse. Regardez ce reportage. On est ici à Guéret, la capitale de la Creuse. C'est une ville d'environ 14 000 habitants et pour les alimenter en eau potable habituellement, on va aller puiser dans une 60aine de sources qui se trouvent sur les hauteurs de la ville. Le problème, c'est qu'avec la sécheresse, le débit de ces sources est historiquement bas et le maire de la ville est très inquiet pour les semaines qui viennent. Michel Vernier, ici, on est à la station de distribution d'eau potable de Guéret. Sous nos pieds, il y a le réservoir d'eau de la ville. Aujourd'hui, où en est le niveau des cours d'eau? Est-ce que ça continue de baisser? Alors, ce sont des captages, ce sont des sources. À cette époque de l'année, normalement, on récolte 2000 m3 à peu près régulièrement. Et aujourd'hui, on est autour de 1400. On a rarement vu ça, très rarement vu ça. Et on s'aperçoit qu'avant, c'était tous les 6-7 ans. Et là, maintenant, ça devient récurrent et c'est beaucoup plus fréquent, oui. Comment vous faites pour compenser le niveau aussi bas des sources? Parce qu'il faut bien quand même alimenter la ville en eau potable. On a une première solution qui est sur la rivière Gartempe, où on a une autorisation de pompage qui ne va pas durer éternellement s'il ne pleut pas, au moins des orages et des choses comme ça. Et comme ça ne suffira pas, on va aller en complément sur notre plan d'eau de Courtille, puiser de l'eau pour la mélanger et arriver à un niveau qui nous permettra d'assurer la production pendant une période qu'on évalue à une centaine de jours. Est-ce que tout ça va suffire, ces solutions complémentaires, pour alimenter l'eau potable de la ville s'il ne repleut pas abondamment? Les Guérétois ont fait un grand effort de consommation, on l'a vu encore ce matin sur les relevés, et il faut les remercier chaleureusement de ça. Mais ça ne suffira pas. Si on n'a pas de pluie abondante et qui dure longtemps, eh bien on sera obligé, parce que le plan d'eau est limité dans le temps, on sera obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs. Ça veut dire trouver de l'eau d'abord et trouver des camions pour la transporter.
Pour éviter la pénurie, la préfecture a pris des mesures de restriction d'eau dans tout le département. Julie et Sébastien vivent à Glény, à 10 km de Guéret. Julie, comme la plupart des habitants de la Creuse, vous êtes soumis à des restrictions d'eau. Ça veut dire notamment que vous n'avez pas le droit d'arroser votre potager. Oui, effectivement, ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en restriction. Donc le potager est arrosé comme on peut, avec l'eau de pluie, l'eau de récupération de lavage des légumes, voilà, un petit peu tout ce qu'on peut récupérer. Est-ce que ça a suffi pour sauver vos fruits, vos légumes ? Non, pas vraiment. On peut voir l'état du potager, effectivement. Les tomates veulent bien survivre. Mais après, voilà, les aubergines, les poivrons, c'est un peu plus difficile et les concombres sont morts. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions dans ces restrictions d'eau ? J'imagine qu'il n'y a pas que le potager. Non, effectivement, il y a l'arrosage des pelouses, le lavage des voitures, remplir une piscine aussi, même une toute petite pour les enfants. Voilà, tout ce qui est un petit peu superflu, en fait, est interdit. Ces mesures de restriction permettent de faire d'importantes économies en eau. À Guéret, par exemple, les habitants consomment en ce moment environ 30% d'eau en moins par rapport à d'habitude. Pour ce reportage dans la Creuse, et nous y serons toutes les semaines. Le reportage est à retrouver tous les jours à la même heure dans Bonjour chez vous. On va débuter ce club des territoires d'abord en parlant de ce qu'on vient de voir, cette sécheresse très forte en France, plus de 90 départements concernés. Quasiment tous les territoires sont touchés, Nathalie Moret. Oui, y compris ceux dans lesquels je travaille, c'est-à-dire la zone Bourgogne et Grand Est, qui sont traditionnellement pas vraiment des territoires sur lesquels on met le focus quand il y a une sécheresse. Et pourtant, là, il se passe un truc très concernant pour les gens. Non seulement il y a un manque d'eau criant, c'est évident, mais le canal entre Champagne et Bourgogne est fermé en partie. C'est un canal qui a 110 ou 120 ans d'existence et c'est la première fois. Ça, c'est un truc complètement fou. Et ça met le focus sur ce qu'est une sécheresse. C'est pas simplement des champs grillés et un petit peu de restriction d'eau, c'est des difficultés de navigation. Et ça rend ce problème extrêmement prégnant dans la région Grand Est et c'est une des premières fois que ça arrive. Pierre Dumazeau. Oui, aussi dans le Limousin, vous étiez en Creuse, d'où je viens et d'où j'étais le week-end dernier exactement, mais voilà. en Haute-Vienne. Mais c'est vrai que toute la région Limousin, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne est aussi atteinte par ces sécheresses et dans des régions où évidemment on ne va pas refaire tous les problèmes qu'ont les agriculteurs, mais ça rajoute une strate supplémentaire qui est quand même assez insupportable parce que on ne peut rien faire. Et c'est vrai que le Limousin a des grosses restrictions d'eau depuis début juillet et c'est extrêmement difficile pour les agriculteurs et même pour les particuliers. Samuel Legoff. Oui, c'est d'autant plus grave que ça a été couplé avec de fortes chaleurs qui ont fait souffrir les cultures, qui ont effectivement asséché beaucoup de choses. Mais c'est la deuxième année quand même où on a au moins des cours d'eau asséchés. Je me rappelle l'an dernier, le Doubs était à sec. Et donc c'est la répétition de ces sécheresses qui fait qu'on va peut-être vers des transformations beaucoup plus structurelles. C'est-à-dire même les agriculteurs se disent qu'il va peut-être falloir changer les pratiques. Il y a des cultures qui ne pourront peut-être plus se faire dans certaines régions ou alors différemment. Et là, c'est des gros chantiers, parce que s'il faut transformer l'agriculture, il va falloir investir. Et c'est un milieu qui, justement, a des problèmes financiers. Donc le ministre de l'Agriculture a peut-être beaucoup de travail dans les années qui viennent. C'est la différence, si vous voulez, entre les grands rapports du GIEC qui restent souvent très formels et dont on ne voit pas la réalité sur le terrain, et enfin des choses qui sont marquantes pour les gens. Là, cette année, on a eu 2 périodes de canicule extrêmement fortes en moins de 3 semaines. C'est ça, qu'en fait, qui fait avancer les mentalités dans la vie réelle des gens, plus que les rapports du GIEC qui sont plus à destination des politiques. D'ailleurs, il y a un rapport du Sénat qui est en train de se faire là-dessus, sur les aléas climatiques, et les sénateurs sont allés à la fois dans l'Aude où ils ont vu les effets des inondations et puis ils ont aussi vu les effets de la sécheresse. Et vous l'avez dit, ça ne concerne pas seulement les champs grillés, mais aussi par exemple les maisons, les structures des maisons qui peuvent s'abîmer. Et donc on voit que ça a des conséquences extrêmement concrètes pour tous les habitants, pas seulement les agriculteurs. On va passer à un autre thème, la sécheresse. On le suivra, je vous le disais, toute la semaine. Nous sommes dans la Creuse avec nos reporters. Tam, vous avez la parole, vous allez la garder. On va changer de thème. Hier soir, les parlementaires de la majorité étaient réunis au ministère des Relations avec le Parlement et le chef de l'État est venu resserrer les rangs. Et Tam, alors on veut tout savoir de cette soirée. Et oui, on en a un petit peu parlé déjà depuis le début de cette émission. C'était l'invité pas vraiment surprise de ce pot de rentrée des parlementaires, car nous sommes, et je cite le chef de l'État, à l'hémistiche du quinquennat au milieu du verre, a souligné hier le poète Emmanuel Macron devant son auditoire, l'occasion pour le chef de troupe de coacher les parlementaires entre
câlinothérapie, appel à la mobilisation. Les caméras, elles ont été tenues à l'écart, mais beaucoup d'élus ont raconté sur Twitter. Ce matin, un ministre a également raconté devant vous, On va pas Oriane. vous parler. Oui, voilà. Didier Guillaume, pour ne pas le citer. Tout d'abord, ils ont raconté bien le changement de méthode. L'heure n'est plus aux réformes menées tambour battant. Je cite le chef de l'État. Le vent des gilets jaunes est passé par là. Le chef de l'État assure vouloir une méthode nouvelle, plus de concertation, le modèle du genre étant le climat apaisé qui doit normalement, on touche du bois, entourer la réforme des lois de bioéthique. En tout cas, c'est ce qu'espère la majorité. Alors Emmanuel Macron, il a quand même parlé d'un sujet très clivant hier soir, c'est l'immigration. Bien sûr, et il a appelé à regarder ce sujet en face. Il a souligné l'importance du sujet pour les classes les plus modestes et refuse que La République En Marche se comporte en parti bourgeois. Je le cite, les bourgeois ne croisent pas l'immigration, ce sont les territoires les plus pauvres qui en sont le réceptacle, assure-t-il. Il assume aussi le bras de fer avec le RN et le fait que cela soit son opposant principal. Alors on l'attendait bien sûr sur ce sujet de l'immigration. C'est pas la première fois qu'il en parle depuis le début de l'année. Il l'avait mis au programme du grand débat au mois de janvier. Déjà dans sa lettre aux Français, il demandait aux Français s'ils voulaient des objectifs annuels fixés par le Parlement, en clair des quotas. Sur ce terrain également pendant le grand débat, il s'était exprimé, mais pas exactement dans les mêmes termes. Écoutez. Nous sommes dans un monde de migration. Je ne crois pas du tout aux gens qui font des murs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est même pas par idéologie. On voudrait en faire que ça ne marcherait pas. D'ailleurs, nous, on se claquemurerait sévèrement. Donc ça, c'était en février dernier. Depuis, le discours, il a semblé beaucoup plus ferme hier. Le chef de l'État a jugé que le droit d'asile était détourné par les réseaux. Notez que le Parlement va beaucoup s'occuper de ce sujet, puisqu'il y a 2 débats de prévus. Un à l'Assemblée nationale le 30 septembre et un autre au Sénat, ça va être le 2. Avant de parler des retraites, on va en reparler avec vous, Tam, puisque le chef de l'État en a parlé. Sur l'immigration, d'abord, Nathalie Moret, Samuel Le Goff, Pierre Dumazeau. Est-ce que c'est si surprenant que ça, cette déclaration du chef de l'État? Non, c'est pas surprenant. D'abord parce que vous l'avez dit, Tam, il y a 2 débats qui sont très importants, qui sont prévus au Parlement. Et puis en plus, parce qu'on sait qu'en privé, le président de la République dit déjà à ses interlocuteurs depuis plusieurs mois qu'il pense que ce sera le sujet central pour sa réélection en 2022. Clairement, ce que la crise des Gilets jaunes a montré, c'est qu'il y avait une fracture territoriale. Ça, d'accord, on la connaissait, mais là, maintenant, on l'a vu en grand. Elle a été stabilo-bossée. Et il a dit la phrase importante qui va faire polémique toute la journée et peut-être même toute la semaine hier soir, c'est « Est-ce qu'on va être un parti de bourgeois ?» Les bourgeois, eux, ils ne voient pas l'immigration, alors que les autres, sous-entendu les Gilets jaunes, la voient. Il y a 2 choses importantes dans cette phrase. D'abord, le côté disruptif du président qui dit qu'il faut enfin s'attaquer aux vrais problèmes. Et l'autre qui dit, et là il le dit à sa majorité en disant vous avez été élu en grande partie dans les zones bourgeoises, dans les métropoles, dans les centres-villes, etc. Et sa réélection, elle ne se fera plus là. Elle se fera plus du côté droit de l'échiquier. Et là aussi, il faut interpréter ce qu'il a dit et cette sortie sur l'immigration plus pour aller vers le public et l'électorat de droite. Samuel Le Goff. Oui, là il installe clairement le match contre Marine Le Pen et il va sur son terrain. Donc, quelque part, on voit que depuis le début du mandat, il prend les adversaires un par un. 2017, il atomise la gauche. Ensuite, 2019, c'est LR qui boit la tasse. Et maintenant, c'est au tour de Marine Le Pen. Et là, il va, je dirais, sur le cœur de sujets sur lequel Marine Le Pen prospère pour justement la contrer. Et il l'a bien dit à plusieurs moments dans le discours, l'adversaire, c'est le RN. Donc maintenant, effectivement, il va y avoir un match en plus avec des élections territoriales où l'enjeu va être quand même de prendre pied sur les territoires. Et ce n'est pas par hasard qu'il a demandé aux députés « soyez plus sur le terrain et moins en train d'amender les grandes réformes ». Maintenant, ça se joue, on est dans une phase électorale et il faut y aller et il faut prendre les sujets brûlants à bras-le-corps. Est-ce que ça peut marcher, Pierre Dumazeau? Je ne sais pas si ça peut marcher. En tout cas, j'ai l'impression que le chef de l'État, effectivement, hier, s'est rendu compte qu'on était à 6 mois et demi des élections municipales, que pour En Marche, ça allait être extrêmement compliqué et qu'il fallait commencer à se saisir des sujets qui pourraient effectivement les mettre en opposition avec le RN et des sujets qui préoccupent les Français des territoires. Quand il dit on ne veut pas être un parti bourgeois, sauf que c'est cette bourgeoisie-là qu'il a fait élire. Sauf que là, les municipales, c'est l'élection des territoires, là où il n'y a aucun ancrage. Donc le chef de l'État a bien compris ça. Est-ce que ça peut marcher? Ça va être
à mon sens, très compliqué. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, quand on dit aux députés de se mettre au travail, de faire du terrain, pour beaucoup, ils ne l'ont pas fait depuis le début de l'élection. Donc ça va un peu se voir, si vous voulez, qu'ils se mettent au travail sur le terrain d'un coup. Et puis aussi parce que c'est une élection, les municipales, extrêmement locale et qu'on peut dire qu'on va traiter l'immigration. C'est un sujet qui a été totalement occulté depuis 2017. Et ça, les Français ne sont pas amnésiques sur ce point. Pas totalement occulté quand même, parce qu'il y a eu la loi portée par Gérard Collomb, qui s'est d'ailleurs assez mal passée, parce qu'il y a une partie du groupe La République En Marche qui a quand même qui s'est abstenue. Et tout l'enjeu, à mon avis, du discours hier, c'était de motiver ses troupes en disant attention, le vrai problème il est là, il faut me suivre. Rapidement, Tam, puisque Emmanuel Macron aussi parlait des retraites. Oui, il faut dire que le sujet mobilise déjà contre lui, alors même qu'on ne connaît toujours pas le texte. Il y a eu la RATP vendredi dernier. Hier, il y a eu les professions libérales, d'autres mouvements de grève qui sont prévus. Sur ce sujet, Emmanuel Macron est plus prudent. Peut-être faudra-t-il plus de temps, a-t-il dit. Il ne faut rien fermer trop tôt. Tout ce qu'on sait, c'est que la réforme, en tout cas, elle est annoncée plutôt pour l'été de l'année prochaine, c'est-à-dire après les municipales. Attention, danger sur la réforme des retraites pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, Nathalie Moret? Le discours d'hier arrivait 4 jours après un vendredi noir pour les Franciliens. Et quand je dis noir, c'était vraiment noir sombre. Et ils disent tous à la RATP que c'était une répétition. Donc effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'interrogations, que les Français étaient effectivement pour un changement au niveau des retraites, mais pas n'importe comment. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de zones floues sur ce que va être cette réforme des retraites. Et c'est Martine Aubry qui le dit, quand c'est flou... c'est qu'un loup. Voilà. Allez, on va passer à un autre sujet, le malaise des élus. Toute la semaine, c'est pareil, nous sommes dans le Puy-de-Dôme. Quentin Calmet et Jonathan Dupriez sont allés à la rencontre de maires pour voir concrètement ce qu'ils ressentaient. Et ce matin, vous allez le voir, ils sont allés à la rencontre d'un jeune maire. On regarde ce reportage. C'est une statistique qui avait beaucoup fait réagir l'an dernier. Un maire sur 2 hésite à se représenter en 2020. Principale raison invoquée, le temps considérable dédié à la commune, mais aussi le manque de moyens. Et pourtant, cette fonction de maire, elle attire certains jeunes, comme ici à Oliergues. Dans ce village de 800 habitants, tout le centre-ville a été réaménagé. Nouvelle pharmacie, plusieurs logements réhabilités, une nouvelle place au centre du bourg. Le projet, intitulé Oliergues 2030, a été terminé en juin dernier, 11 ans avant la date prévue. Qu'est-ce que ça a représenté en fait ce projet Oliergues 2030 en termes de revitalisation? C'était une ville qui était en train de s'endormir et vous l'avez réveillée? Oui, effectivement, la problématique des désertifications des centres-bourgs était un problème réel. Nous avons pris ce sujet à bras le corps et dans l'idée c'était de redonner de vie à un îlot de bâtiments qui était vétuste avec des arrêtés de péril imminents. Un projet porté par le maire, Arnaud Provenchère, qui a multiplié les démarches pour obtenir toutes les subventions nécessaires. On peut aller voir le point de vue là? Oui. Le projet a coûté 1,2 million d'euros, une somme réunie en multipliant les dossiers de financement. Quand vous avez été élu en 2014, vous aviez 29 ans. On se dit que c'est un projet colossal. Vous n'avez pas eu peur de vous lancer? Effectivement, c'est le plus gros projet réalisé sur le département du Puy-de-Dôme. Si on prend en compte le nombre d'habitants sur la commune, donc c'est énormément de travail, mais ça s'est fait tout naturellement avec l'aide effectivement de nombreux partenaires, comme le parc Livradois-Forez, l'État nous a aidés. Est-ce que le nombre d'habitants a augmenté à Oliergues depuis les travaux? Depuis l'année dernière, on constate une augmentation du nombre d'habitants. Ça vous rend fier, non? Effectivement, le challenge était là et je crois que c'est plutôt une réussite. Monsieur le maire, le plus compliqué, c'est de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie d'élu. Concilier une vie professionnelle et une vie de maire, c'est pas facile au quotidien. Il faut jongler sur les différents emplois du temps. Et en termes de rémunération, tout le temps que vous passez dans votre mairie, c'est du temps où vous n'êtes plus rémunéré par votre employeur. Alors, quand je dois m'absenter de mon travail pour des raisons de mairie, j'ai le droit de poser des heures d'absence. Par contre, effectivement, je ne suis plus rémunéré sur ces heures-là.
Et alors, vous êtes maire d'une commune de 800 habitants. Est-ce qu'on peut faire le point sur votre indemnité d'élu? Je touche 1050 euros par mois net. Alors que c'est des fonctions qui peuvent vous prendre combien des fois plus de temps que votre emploi salarié? Sur le mandat, j'ai passé plus de temps à la mairie qu'à mon travail par semaine. Arnaud Provenchère hésite toujours à se représenter aux élections municipales de 2020. Le plus jeune maire du département a pourtant pu réaliser un projet d'envergure sur sa commune, mais il le reconnaît, ce mandat prend beaucoup de temps et ce au détriment de sa vie de famille. Samuel Le Goff, sur ce reportage, on le voit, maire, c'est un engagement à plein temps, comme c'était écrit sur ce sujet. Ah oui, et puis pas à plein temps, c'est aussi émotionnellement quelque chose de fort, parce que souvent les maires ont une relation affective avec leur commune, avec les habitants, ils se sentent investis d'une mission. Et c'est vrai que quand on commence, parfois, soit on continue longtemps, soit on arrête vite. Mais c'est des mandats qui ne laissent pas indifférents. D'ailleurs, tous les hommes politiques le disent, le mandat qu'ils ont préféré quand ils l'ont exercé, c'est celui de maire. Est-ce qu'il faut craindre une crise des vocations pour les prochaines municipales, Pierre Dumazeau ? Je le pense. Après, il y aura toujours des personnes attachées à leur territoire et qui auront envie de se présenter, envie d'être dans la vie des administrés et d'aider la commune, parfois qui les ont vus grandir où ils habitent. C'est vrai que le mandat de maire, c'est très beau parce que déjà, c'est le premier lien qu'ont les citoyens avec la République. C'est le maire. C'est pas pour rien d'ailleurs que le maire est la personne préférée des Français. Vous savez, plus on monte en strate et moins on est aimé. Donc c'est un très beau mandat. Effectivement, c'est du 7 jours sur 7, c'est une relation privilégiée avec les administrés. C'est les habitants qui, dès qu'ils ont un problème, vont voir le maire, même si c'est pas dans le domaine de compétences. Et puis, administrativement, depuis plusieurs années, c'est extrêmement contraignant et avec les grandes régions, les communautés de communes, toutes ces strates administratives, ils ont de moins en moins de prérogatives et ça, pour eux, voilà. Et moi, ça j'ai entendu d'un certain nombre de maires, c'est extrêmement frustrant en fait, parce que quand les administrés viennent dire, là ça va pas, souvent il n'y peut rien. Donc crise des vocations, oui, elle est à craindre, mais c'est un si beau mandat que je pense qu'il y aura toujours des personnes pour avoir envie de s'occuper de Nathalie, la crise des vocations, elle n'est pas nouvelle. On l'avait déjà vu il y a 6 ans, où il y avait un certain nombre de difficultés dans les très petites communes pour trouver des gens pour les administrer. Il y a 60% des maires qui ont plus de 65 ans. Donc mathématiquement, j'allais dire, il va y avoir une crise du renouvellement en mars prochain, qui va être accentuée à mon avis par ce que vous avez dit. Effectivement, ils ont de moins en moins de pouvoir et de moins en moins et c'est eux qui tirent de moins en moins les ficelles. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a l'incivilité aussi qui monte, notamment en secteur rural. On n'en parle pas assez, mais Signes, c'était quand même aussi un secteur de périphérie. Et la troisième chose, je l'ai oubliée, mais je vais la retrouver. Vous allez la retrouver. Le temps du duplex, Nathalie, ça tombe bien. Vous avez un petit peu de temps, puisque vous le savez, dans cette émission, on va se rendre dans les rédactions locales. Nous étions tout à l'heure au Progrès de Lyon, chez nos partenaires, cette fois direction Lille, pour retrouver nos partenaires de la Voix du Nord. Et on vous retrouve, Sébastien Leroy. Bonjour. On va continuer à parler des maires, puisque c'est dans votre département qu'aura lieu ce week-end le congrès des maires ruraux à Eppe-Sauvage, exactement. Oui, plusieurs associations d'élus tiennent leur congrès cette semaine. France Urbaine, l'association des petites villes, et puis chez nous, vous l'avez dit, en Hauts-de-France, le congrès de l'association des maires ruraux, en plein cœur de la Vénois. C'est vendredi, samedi et dimanche, et nous allons lui accorder une large place cette semaine dans nos colonnes. Alors tous ces regroupements de maires vont recevoir la visite de nombreux membres du gouvernement, mais en Hauts-de-France, c'est à Édouard Philippe, le Premier ministre lui-même, qui reviendra d'ouvrir les débats, ce qui est en soi un événement qui en dit long sur l'attention que porte désormais le gouvernement au monde rural, lui qu'on a souvent taxé d'être celui des pôles urbains bien portants. Alors le Premier ministre ne viendra pas dans le Nord les mains vides, puisque de nouvelles annonces à destination du monde rural devraient être distillées ce week-end, car au-delà des déclarations d'amour aux élus ruraux, revenus en grâce par leur rôle d'intermédiaire lors du grand débat notamment, ce que veulent ces portes d'entrée de la République, ce sont des preuves d'amour. Alors, des preuves d'amour, vous le disiez, mais sur quel sujet précis Édouard Philippe est particulièrement attendu ? Alors en Hauts-de-France, comme ailleurs, la question de l'accès aux soins, de la mobilité, de la réduction de la fracture numérique sont en haut de la pile des dossiers, évidemment, tout comme la demande de réduction des inégalités de traitement entre les villes et la ruralité. Un maire du Pas-de-Calais me disait l'autre jour que les communes rurales perçoivent en moyenne 64 € de dotation de l'État, quand un urbain en reçoit 128 €. Il y a bien sûr une question d'échelle, de besoin de services publics là où la population est nombreuse,
Mais les maires des champs vont réclamer ce week-end à nouveau que la ruralité ne soit pas la grande oubliée de la République. De ce point de vue, le Big Bang de la carte des centres des impôts promise par Gérald Darmanin inquiète. Car derrière la promesse d'une meilleure présence en zone rurale, plusieurs élus ruraux disent ne pas se faire d'illusions et redoutent un service public en pointillé. Alors on en parlait dans le club, Sébastien Leroy, cette crise des vocations, comment on peut l'éviter ? Alors oui, remis en lumière par l'organisation du grand débat, les maires ont l'écharpe tricolore un tantinet moins pâle en ce moment. Mais susciter des vocations n'a jamais paru aussi compliqué. Ces élus ruraux, ils le diront ce week-end, pointent aussi une complexification de la tâche et un alourdissement de leurs responsabilités. En première ligne face à leurs concitoyens, ils demandent davantage de protection juridique dans le cadre de leur mission d'intérêt général, voire de protection tout court, vous en avez parlé, on l'a vu après le drame de Signes. Sans oublier de s'engager non plus sur les grands débats d'actualité. Dans la campagne avesnoise où les maires ruraux se réuniront ce week-end, 6 maires viennent de prendre des arrêtés anti-pesticides. On a le droit de mettre un chien en fourrière, mais pas d'agir pour la santé de nos concitoyens. Cela ne fait pas partie de nos compétences, nous disait l'un d'entre eux récemment. Vous voyez, Oriane, la politique, c'est aussi à travers champs qu'elle se pratique. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien Leroy, journaliste à la Voix du Nord, nos partenaires qu'on retrouve tous les mardis dans ce Club des Territoires. Merci à vous. Nathalie, vous avez retrouvé ce que vous vouliez nous dire ? Oui, je voulais vous dire, vous disiez, Pierre, que les maires étaient les élus, les préférés des Français. C'est vrai, mais toutes les études montrent qu'on les aime, mais on les aime de moins en moins. Et on voit bien que la crise vis-à-vis des élites, elle touche aussi les maires qui, effectivement, sont les élus les plus appréciés. Mais si on regarde depuis 20 ans, ils sont appréciés, mais de moins en moins. Pierre ? Oui, c'est très vrai, parce que les Gilets jaunes ont été la traduction ultime de ça, à savoir le rejet de l'État et de tous ses représentants, qu'importe l'échelon. Allez, Tam, ça va être l'heure de votre revue de presse. C'est à vous. Revue de presse. Revue de la presse quotidienne régionale, Tam, et on commence avec la Provence. Et oui, on commence par la Provence et son titre audacieux. De grâce, pas de poudre aux yeux. La poudre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la drogue, puisqu'on parle du nouveau plan anti-drogue. L'énième, souligne le quotidien de Marseille, qui craint une simple opération de communication. La Provence, qui montre d'ailleurs, eh bien, sur sa couverture, sur sa une, on va bientôt voir, sur sa une, eh bien, les 4 ministres, on les voit. On voit eh bien, Christophe Castaner, Nicole Belloubet, Gérald Darmanin. On voit aussi Laurent Nunez, ils sont là, ils sont tous là, mais eh bien, la Provence, elle craint une opération de communication. Puis elle regrette aussi, dans ses pages intérieures, qu'il ne soit que 4. 4, c'est déjà pas mal, mais pour la Provence, eh bien, il manque encore le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il manque aussi eh bien, Agnès Buzyn. Et puis je cite ces quelques phrases. Le quotidien s'interroge sur les raisons pour lesquelles les Français sont les plus accros d'Europe et les raisons pour lesquelles ce semblant d'existence à la sauce Scarface fait rêver les minots des cités abandonnées. Autre sujet qui vous a interpellé ce matin, Tam, c'est à la une du Télégramme, la hausse des prix du carburant. Effectivement, c'est un sujet très concernant, que le carburant qui concerne de très nombreux Français qui prennent quotidiennement, bien sûr, leur voiture. Et cela, on le sait, depuis le début, bien sûr, de la crise des Gilets jaunes. Cette fois-ci, la hausse en vue, elle est due à une crise géopolitique. C'est la conséquence directe des attaques de samedi contre 2 sites pétroliers saoudiens. Cette hausse de plus de 10% sur le cours mondial, elle va se répercuter en France avec plus 5 centimes dans les prochains jours à la pompe. Et on termine, Tam, avec Vosges Matin, qui s'intéresse au centre des impôts et à leur personnel en grève. Oui, c'était d'ailleurs un sujet que vous évoquiez déjà hier dans la matinale, Oriane. Ça grince aux finances publiques. C'était l'autre mouvement de grève hier. On a beaucoup entendu parler de la RATP, on a beaucoup entendu parler des professions libérales. Eh bien, ça grince aussi au niveau des centres de collecte des impôts. Et puis, vous pouvez le lire, j'espère, avec ce petit slogan qui n'est pas piqué des hannetons. Finances publiques, même plus l'impôt sur les eaux. Voilà. Accueil physique, pas le numérique. Rappelons que le projet qui a été initié de restructuration de Gérald Darmanin prévoit tout de même des dizaines, des centaines de fermetures de trésoreries, des regroupements de centres d'impôts. Reste que, vu le contexte et vu ce qu'a montré la crise des Gilets jaunes en matière d'importance des services
services publics. Gérald Darmanin, pour l'instant, pourrait laisser la concertation se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup, Tam. Et c'est vrai que cette grève dans les centres des impôts, dont on parle moins, vous avez raison, Tam, mais dont on parle ce matin, bien là aussi, c'est une traduction de cette fracture territoriale, Pierre Dumazeau. Oui, complètement, parce que toutes les fermetures de centres d'impôts, les fameuses mutualisations des moyens et des services, font que le service des impôts, qui sont un centre de proximité, tend également à disparaître avec des agents de plus en plus stressés, dont on rajoute du travail. Et effectivement, ça aussi, ça illustre très bien ce problème de fracture territoriale. Un mot sur le reste de la revue de presse, peut-être, Samuel Le Goff, qu'est-ce qui vous a interpellé? Les 4 ministres à Marseille? Oui, le problème de la drogue est un problème récurrent dans les grandes villes. Et régulièrement, on peut comprendre effectivement le scepticisme qu'il peut y avoir quand c'est le énième plan et que le problème est toujours là. Mais en même temps, quelles sont les solutions? Puisque là, la racine du mal, c'est quand même des cités abandonnées, des gens qu'on laisse, et où justement Emmanuel Macron n'a pas vraiment mis l'accélérateur sur ce sujet, avec un plan Borloo avorté, ça n'a plus l'air d'être la priorité malheureusement maintenant. C'est plutôt la ruralité qui va l'emporter. Donc la politique, c'est faire des choix. Alors qu'on se rappelle pourtant que Emmanuel Macron, il avait lancé sa campagne justement dans les cités, qu'il était quand même très attendu sur ce sujet. On se rappelle. D'ailleurs, on le voit avec les journées parlementaires qui sont organisées en Seine-Saint-Denis du côté de La République En Marche. Il y a quand même la volonté d'essayer de renouer avec ce territoire, mais c'est sûr, c'est pas facile et toute la crainte, c'est que ce soit de l'affichage. Oui, parce que les problèmes de drogue, effectivement, c'est une conséquence de tout ça. La vraie cause, c'est qu'est-ce qu'on offre à ces cités abandonnées, quel avenir on offre et qu'est-ce que la République a à offrir. Et à toutes ces réponses, les personnes, peut-être même légitimement, qui habitent là, disent pour l'instant rien. Donc effectivement, la drogue, la violence, c'est des conséquences. Juste un mot de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant les parlementaires. Il a eu cette phrase: il y a une sécession à l'égard de la République dans certains quartiers. On est exactement dans l'illustration de ce que vous venez de dire chacun. On voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République prend enfin la mesure de ce qui se passe dans certains quartiers. Et c'est ce vers quoi on tend dans les prochaines semaines. Allez, on va passer à un autre sujet, le dernier thème de ce club, tout autre sujet, sur la gratuité dans les transports. On va partir dans la région de Calais, où est testée la gratuité des bus. Elle sera mise en place le 1er janvier. Mais avant cela, en ce moment, test grandeur nature pendant 9 jours. Pour en tirer les premiers enseignements, regardez ce reportage de nos partenaires de WEO. C'est l'affluence à l'arrêt du bus à Calais, sauf que jusqu'au 22 septembre, cette carte de transport n'est plus nécessaire. Tout le réseau est gratuit et les usagers en sont satisfaits. C'est très bien et beaucoup de gens vont aimer le fait de ne pas payer le bus. C'est déjà une bonne chose pour la population. Ça permettra à plus de gens de se déplacer et faire plus d'économies. Nous, ça ne nous coûtait pas trop cher, je veux dire, mais ça faisait quand même 20 € pour nous deux dans l'année. Même pour les jeunes, tout ça, au moins ils vont profiter. Puis il y aura peut-être aussi moins de pollution. Je trouve ça super bien parce que ça pousse à pas du tout prendre la voiture et puis on peut plus bouger sans forcément demander aux parents. Dans l'agglomération calaisienne, en janvier 2020, comme à Dunkerque depuis un an, le réseau passera à la gratuité totale pour tous toute l'année. Ces 10 jours sont un test, un moyen d'évaluer les besoins à venir avec l'augmentation du nombre de passagers. Il y a des lignes où le cadencement va augmenter, d'autres lignes où c'est le volume des véhicules qui va augmenter, c'est-à-dire là où il y avait un standard qui prend 80-90 personnes, il y aura un articulé qui en prend 130, 140. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on a besoin de mesurer, puis c'est faire aussi une répétition générale pour nos services, et puis aussi pour la clientèle. Cette gratuité pour la clientèle a bien sûr un coût pour l'agglomération qui s'est engagée à ne pas augmenter les impôts pour financer la mesure. Dans le cadre du financement, en termes de rentrée et billetterie, on est à 1,9 million d'euros. L'agglomération, donc Grand Calais, va en compenser pour 1 million d'euros. Et le reste du financement sera financé donc par l'ensemble des recettes autres qui entrent dans le CITAC. Les autres recettes, ce sont principalement ce que l'on appelle le versement transport, une contribution versée par les entreprises de l'agglomération. Nathalie, sur ce sujet, la gratuité des transports, c'est forcément une bonne nouvelle pour les habitants de ces régions concernées. Pas vraiment. Il faut quand même rappeler aux habitants que la gratuité des transports, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas payer en rentrant dans le bus ou dans le métro, mais ils le payent autrement,
par leurs impôts. Natacha Bouchard vient de l'expliquer, c'est un redéploiement des recettes simplement. Donc c'est vrai que c'est important parce que ça permet souvent une redynamisation du centre-ville. Ça a été le cas à Châteauroux, qui est une ville pilote sur ce sujet-là. Mais attention, c'est quand même financé par l'impôt. Donc c'est quand même les gens et les contribuables qui payent. Et Tam, c'est un sujet sur lequel le Sénat s'est penché. Absolument. Il y a un rapport qui est en train d'être élaboré par le Sénat entre Guillaume Gontard, qui est le rapporteur écologiste, ici le groupe communiste, mais écologiste, et puis il y a aussi la sénatrice UC Michèle Vullien qui le préside. Et on voit d'ailleurs que les deux ne sont absolument pas d'accord. Elle est absolument contre. Lui, il marche sur des œufs. Il trouve qu'il y a autant de situations que de lieux. Il faut noter que les villes où ça a marché jusqu'ici, eh bien, c'est des villes où la billetterie n'apportait que 15% des ressources nécessaires. Donc il faut dire que c'était déjà limité. Puis on peut dire aussi que ça sent quand même les municipales, puisqu'on dit que Martine Aubry est très intéressée. Comme vous y allez, Tam. Anne Hidalgo, elle a fait quand même ça déjà pour les jeunes et puis pour les plus âgés. Voilà. Donc bon, voilà. On peut dire que c'est un petit peu électoraliste aussi. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir fait partie de ce club des territoires aujourd'hui. Merci Tam, Pierre Dumazeau. On rappelle que nous sommes en partenariat avec la Lettre de l'Expansion et on est ravis. Vous serez avec nous tous les mardis dans ce club des territoires. Nos partenaires des journaux du groupe EBRA, Nathalie Moret, merci d'avoir été avec nous. Et Samuel Le Goff, journaliste à Contexte, merci également d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. À 16h30, vous avez rendez-vous avec Rebecca Fitoussi. Allons plus loin, pardon. Elle reçoit notamment Philippe Dallier, le vice-président du Sénat. Nous, on se retrouve demain, émission un peu spéciale consacrée au congrès de France Urbaine. C'est l'association qui regroupe les grandes villes et les métropoles. Nous serons notamment en duplex avec son président Jean-Luc Moudin. L'invité politique, ce sera Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans. N'hésitez pas à lui poser vos questions. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club